J'en avais parlé très brièvement, mais effectivement, les forces armées afghanes se sont fait déboîter le fiac en Afghanistan et eh bien, je vous avais dit que on savait pas trop comment ça se fait qu'ils s'étaient fait péter la gueule autant. Or, je viens de tomber, enfin pas à l'instant même, mais il y a maintenant quelques jours, je suis tombé sur cet article écrit par François Malocena, euh, qui résume en fait pourquoi est-ce que les forces armées afghanes ont perdu contre les talibans. Et je trouve ça extrêmement intéressant de s'y pencher, sachant qu'en plus, sur Internet, nombre de personnes s'improvisent spécialistes de guerre en tout genre, stratèges, généraux de forces armées, et se permettent parfois des libertés, notamment sur le jugement par rapport aux forces afghanes. Et il faut dire aussi que certains politiciens, ils n'hésitent pas à balancer de l'essence dans le feu. Oui, oui, carrément de l'essence, en appuyant sur le fait que les Afghans ne voulaient pas se défendre, que c'est de leur faute si les talibans ont gagné. Et vous allez voir qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, ce n'est pas un article de Mediapart, c'est un article qui a été écrit sur le blog de Mediapart par, donc, je disais, François Malocena, qui a aussi un compte Twitter et qui en avait fait tout un thread qu'il a écrit en fait finalement sur le blog de Mediapart parce que c'est plus facile à lire et finalement c'est mieux. Même si ici on a des cartes en HD, bon, soit. N'hésitez pas à passer regarder ce qu'il fait. De toute façon, toutes les sources sont in the description, bien sûr. Pourquoi l'Afghanistan est tombé si vite? Géopolitique du cimetière des empires. La région du Grand Jeu est une succession d'intrications complexes entre les empires européens, entre les blocs de la guerre froide, entre les branches de l'islam, où l'Occident n'arrête visiblement jamais de jouer son grand jeu. Ce billet est une reprise de mon fil Twitter sur le sujet, corrigé des coquilles et erreurs et enrichi. Ce fil est lui-même constitué de mes souvenirs d'un dossier que j'avais eu à faire sur cette région de l'Asie centrale dans le cadre de mon master de relations internationales à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Donc vous voyez maintenant, on a une image de la personne qui écrit et de ses qualifications, ce qui est pas trop mal parce que moi personnellement je ne le connaissais pas. Quand on voit les cartes de l'avancée des talibans, on peut se demander comment, malgré des milliers de milliards et 20 ans à former une armée, on perd aussi facilement et aussi rapidement un pays. Oui, je pense qu'on s'est tous posé la question, moi le premier, et en fait, c'est vrai que la logique la plus rapide, c'est de dire que les forces armées ne se sont pas assez battues, mais souvent, dans la guerre, c'est plus compliqué que ça. L'Hindu Kush. Je sais pas si je le dis bien, désolé. Il est impossible de comprendre l'Afghanistan sans comprendre sa géographie. Le paramètre le plus important, c'est qu'à part le sud-sud-ouest désertique, le pays est très montagneux. Il faut se figurer la France, le pays est légèrement plus grand, mais avec les Alpes partout. J'imagine un montage photo avec la France remplie des Alpes. Enfin voilà, ça me fait rire. Je rigole tout seul, ok? Je vis une excellente vie, ne me jugez pas. Ce que signifie ce massif montagneux de l'Hindu Kush, c'est énormément de cuvettes et de vallées entre les montagnes, dont on ne peut sortir en général que par une poignée de défilés. Cette géographie a plusieurs conséquences. À de nombreuses ethnies, le pays ayant été un carrefour toute son histoire, constitué de tribus et de clans qui sont réunis en communautés qui restent assez isolées les unes des autres, ce qui complique l'obtention d'une unité nationale. Et d'ailleurs, pour le faire plus généralement, la France aussi a eu des problèmes d'unité nationale et a essayé de la pallier par un nationalisme que l'on peut dire excessif à un certain moment, et par la création notamment du très contesté maintenant, de la très contestée Académie française, qui était censée faire une langue française commune à tous, mais composée de 0 linguistes, même encore aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la vidéo de Linguisticae sur le sujet de l'Académie française. C'est passionnant et ça montre à quel point en 2 siècles d'existence, peut-être un peu plus, probablement un peu plus, ça n'a pas beaucoup changé.
Une grande difficulté pour un État central de construire ce sentiment national, vu la difficulté d'atteindre certains endroits. Imaginez devoir faire l'île-Marseille dans un camion sans direction assistée sur des routes en terre aussi sinueuses que celles des Alpes. Mais c'est facile, ils sont juste tous hyper baraqués pour ne pas avoir de conduite de direction assistée, et ils bourrinent, hein. Non mais apparemment, vu la photo qu'il a prise, ça a l'air assez insane ces routes. Je pense que tu fais pas 10 fois les allers-retours sans te dire que à la 11e tu vas mourir. Ce qui entraîne un territoire bien plus dur à tenir qu'à oppresser. Ce point est crucial pour comprendre pourquoi autant de ressources n'ont pas permis de venir à bout des talibans. Voici un exemple d'une vallée sélectionnée au hasard. Donc il a pris cette vallée-là, je vais quand même la montrer du coup, je sais pas si elle y est en grand, je suppose que oui, hein. Voilà, c'est cette vallée-là, et c'est la même carte, je pense. Il l'a juste inversée sur son tweet. Vallée de Chat Ardu, si vous voulez tout savoir. Pour occuper toute une vallée, il faut énormément de soldats, bien plus que pour l'assiéger. En effet, pour en faire le siège, il suffit de tenir les quelques défilés, ce qui demande bien moins de moyens, humains notamment. Il suffit d'y prendre en embuscade ou d'extorquer les convois pour récupérer argent, vivres et ou matériaux et précariser rapidement les habitants de la vallée. Même dans le cas où l'assiégeant ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire pour réussir à tenir durablement le défilé, il suffit au pire de transformer la route qui y entre en champ de mines ou de cratères, ou de ruines pour les ponts, pour compliquer la vie de tout le monde dans la vallée. Et si vous avez déjà joué à des jeux de stratégie, et moi personnellement qui suis très friand des Total War, c'est vrai que les défilés c'est un peu ton meilleur allié et ton pire ennemi, quoi. C'est-à-dire que quand t'as une ville isolée dans un défilé, t'es très content quand c'est le seul moyen pour l'adversaire de passer, mais si t'as toutes tes routes commerciales qui passent par là aussi, bah ton adversaire il campe là et il attend. Et toi t'es là, ah ben j'ai plus d'économie, j'ai plus de nourriture, j'ai plus rien, j'ai lose, yes. Et donc tout ce qui te reste c'est de foncer dans le tas et de tenter de faire une percée dans le défilé. Mais justement, comme ils le disent, et c'est pour ça que je parle des Total War, parce que ce principe dans les Total War est très vrai, c'est que eh bien, quand tu attaques, tu as toujours un désavantage par rapport à celui qui te défend, puisqu'il lui n'a qu'à tenir des positions, se planquer et attendre, alors que l'autre, il doit prendre l'initiative et donc exposer la plupart du temps ses soldats pour venir à bout de l'adversaire. Non. En plus, aujourd'hui, on a des mines, et dans les Total War, vu que c'est souvent des jeux historiques, il n'y a pas de mines, donc... De là à ce que les militaires postés dans la vallée se demandent s'ils souhaitent vraiment mourir pour un gouvernement qui, faute d'accès, n'a envoyé ni renforts, ni munitions, ni soldes, ni vivres, et s'il ne serait pas plus rationnel de se rendre, il faut à cela ajouter que la reddition ne se fait pas en pure perte, puisque les talibans peuvent proposer vivres, argent, pas de représailles, voire même une place dans leur rang contre la reddition. Dans ces conditions, peu importe la qualité de l'entraînement des soldats, on comprend vite le peu de résistance qui est parfois opposée aux talibans. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais ils soutiennent les talibans, c'est pour ça, ils se rendent. » Et c'est là qu'on voit notamment Joe Biden qui fait « Mais les forces afghanes ne veulent pas se défendre. » Et t'es là en mode « Ben, en même temps, si c'est mourir pour mourir, les gars, ils vont pas juste... Enfin, ils ont des familles souvent, des amis. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais moi personnellement, j'ai pas envie de mourir pour rien, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait assez rire parce que souvent, les personnes qui réfléchissent comme ça sont des personnes, on va dire, un peu extrêmes pour moi, hein. On va dire de droite un peu extrême, ou en tout cas dans une certaine mesure extrême dans les pensées. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que bah, souvent ces personnes elles-mêmes ne seraient pas d'accord de se sacrifier pour une cause qu'ils n'estiment pas juste. Et de mourir pour, entre guillemets, rien, puisque eux-mêmes, avec leurs idées, etc., enfin, avec leurs propos, essayent de combattre finalement ce qu'on essaie de leur imposer. Or ici, vous imaginez bien que des soldats, ils vont pas juste se suicider pour le plaisir, quoi. Alors, il faut cependant souligner que malgré ce constat, les forces afghanes sont loin d'avoir démérité comme on a pu le lire parfois. Sur l'ensemble du conflit, l'armée et la police afghanes ont perdu 27 fois plus d'hommes que les forces américaines. Et notamment, elles ont perdu plus d'hommes cette année que les Américains en 20 ans. Les Russes ont à un moment estimé qu'il fallait 1 million de militaires pour tenir le pays contre son gré, ce qui représenterait les 3/4 de toute l'armée américaine active aujourd'hui.
La force internationale a au mieux atteint 15% de ce nombre, et encore pas pendant très longtemps. Et c'est là, ça répond à une de mes questions que je me posais depuis très longtemps et que je demandais aux gens, mais comment ça se fait qu'on a des conflits comme ça qui s'enlisent? Je comprends pas, on a des technologies incroyables et on se retrouve comme des cons à faire des guerres sur 20 ans. Ben, la réponse, elle est là, en fait. Hein. C'est que on a beau avoir toutes les technologies qu'on veut, il y a un moment donné où on a quand même besoin d'êtres humains sur place pour aider la population ou pour voilà, maintenir la sécurité, etc., par exemple. Hein. Et ça, les robots aujourd'hui ou quoi que ce soit ne peuvent pas le faire. C'est pas parce que vous avez des drones. Les drones ne peuvent pas littéralement hein, combattre, j'invente, mais la corruption, par exemple. Ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer, hein, comme la police le fait avec des haut-parleurs, mais je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. Euh, C'est parce que faire le lien entre les différentes villes et communautés du pays était si important pour en garder le contrôle, en plus de permettre plus de mobilité des troupes, que l'effort de la coalition internationale s'est un temps concentré sur la construction des routes. En particulier, la coalition a tenté de reconstruire la Ring Road pour connecter toutes les grandes villes du pays. Donc la Ring Road, c'est ici, vous le voyez sur cette image, le réseau de routes reliant les principales villes du pays. Prévue pour coûter 1,5 milliard, elle en a coûté le double et n'a jamais été vraiment complétée. Surtout, elle n'a pas été entretenue et s'est vite détériorée. Pourquoi? Parce que dès 2003, l'effort de guerre américain s'est déplacé en Irak pour y chercher des bombes atomiques inexistantes sur les mensonges de George W. Bush et Dick Cheney. Il a donc fallu engager des mercenaires privés pour protéger les constructeurs de routes, ce qui coûte beaucoup plus cher que de faire protéger les chantiers par les armées régulières. Ceci étant, engager des mercenaires privés a permis de faire tomber des fonds américains publics dans des mains privées, tout en limitant les pertes de l'armée, deux choses qui ne déplaisent pas à tout le monde à Washington. Un autre élément à avoir en tête à propos de l'Afghanistan, c'est que le pays est enclavé, c'est-à-dire sans accès aux mers et océans. Pour l'envahir et l'approvisionner, il faut entrer depuis un pays voisin. Il convient alors de se pencher à nouveau sur la géographie de la région, cette fois-ci en observant non plus les montagnes dans le pays, mais les montagnes autour du pays. Non mais en fait, ce pays est une grosse montagne, je pense. Je pense qu'on peut résumer, Afghanistan maintenant s'appellera Montagne Land. Juste parce que y a que des montagnes là-bas. Mais en fait, juste pour la parenthèse, ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est qu'on remarque à quel point quand même l'être humain, encore aujourd'hui, est finalement dépendant de la géographie. Et alors, j'aime pas trop le dire comme ça, hein, mais de la nature. Charge complete. Désolé, c'est mon casque. De la nature. Parce que finalement, t'as des montagnes, ça reste des montagnes, ça complique plein de choses tactiques et stratégiques. Et quand je vois, j'ai lu L'Art de la guerre de Sun Tzu là, et quand tu vois que Sun Tzu il y a 2000 ou 3000 ans parlait déjà de la même manière, tu te dis putain, c'est quand même fou qu'aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a, ce soit encore si complexe. L'entrée la plus pratique peut sembler être le Turkménistan. L'inconvénient, c'est que pour entrer par un pays, il faut son accord. Or, le Turkménistan est l'un des pays les plus isolés et les plus opprimés au monde. Il en est de même pour l'Ouzbékistan, même si le pays semble s'ouvrir un peu depuis 2016, mais on parle d'une guerre démarrée en 2001. L'entrée par la Chine est très loin d'être la plus aisée vu la géographie. L'entrée par l'Iran peut sembler plus simple, mais on imagine mal l'un comme l'autre pays laisser des troupes, notamment américaines, transiter par leurs terres. Donc on peut lire ici, l'Afghanistan n'a pas accès à la mer, le pays est bordé par l'Iran à l'ouest, par le Turkménistan au nord-ouest, par l'Ouzbékistan au nord, par le Tadjikistan au nord-est et par le Pakistan au sud et à l'est. À l'extrême nord-est, les trois corridors du Wakhan, qui séparent le Tadjikistan et le Pakistan, lient l'Afghanistan à une courte frontière avec la Chine. À l'exception du nord-ouest, l'Afghanistan est entouré soit de montagnes, soit de déserts. Reste alors le Tadjikistan et le Pakistan. Vu le relief, le Tadjikistan n'est pas l'option la plus évidente, mais la France y a quand même utilisé des bases aériennes à Dushanbe. C'est surtout le Pakistan qui a servi de point d'entrée aux forces internationales, notamment par la passe de Khyber à l'est, qui a concentré l'essentiel de l'entrée des ressources internationales, lorsqu'elle n'était pas fermée à cause des combats. En effet, on retrouve ici le même problème que précédemment, des centaines de défilés entre les deux pays. Les principaux avec des routes sont peu nombreux, ce qui signifie à nouveau qu'il est relativement facile d'obstruer les déplacements des armées motorisées en tenant quelques points stratégiques. La majorité des défilés, cependant, invisibles sur la carte ci-dessous parce que trop petits, sont impraticables autrement qu'à pied. Un obstacle majeur pour les forces d'invasion ou d'occupation motorisées, mais parfait pour les talibans à pied ou en véhicule léger. Ce qui mène à un problème supplémentaire.
le Pakistan est un État souverain, ce qui complique les choses quand il s'agit d'aller y chercher les talibans qui s'y cachent lorsqu'ils étaient repoussés au-delà des frontières, le territoire pakistanais leur servant alors de base arrière. Quel bordel sans nom. Oh mon dieu, mais quel dawa. L'État pakistanais était bien chargé de s'occuper des talibans lorsqu'ils étaient de son côté de la frontière, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord parce que la région reste montagneuse, soit un gruyère de cave. Ensuite parce que le Pakistan entretient une relation trouble avec les talibans, ils ont notamment été parmi les derniers à arrêter de les financer en 2001. Si cette relation est trouble, c'est parce qu'il n'est pas évident pour le Pakistan de simplement déclarer les talibans comme des ennemis et dédier toutes leurs forces à les éradiquer pour des raisons de politique intérieure. Pourquoi ? Parce que quand ils passent la frontière de l'Afghanistan vers le Pakistan, les talibans, majoritairement Pashtuns, l'un des groupes ethno-linguistiques de la région, passent de chez eux à chez eux. C'est un peu, je crois qu'il faut voir un petit peu ça comme ça, c'est un petit peu comme si, voilà, la France devenait instable, et du coup, des forces étrangères veulent envahir la France, hein, enfin, que ce soit le nom que vous voulez l'appeler, hein, l'envahir, l'assister, le gouvernement français, parce que intérieur à la France, il y a du terrorisme, d'accord ? On s'en fout que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, on s'en fout. Il y a des personnes qui prennent le pouvoir de manière dictatoriale, ok ? Et en fait, ces forces, pour venir en France, passent par la Belgique, mais il y a un seul point de passage, d'accord ? Le reste, ce sont des toutes petites routes, hein, qui du coup avantagent les troupes qui n'ont pas beaucoup de moyens, tels que les résistants, j'invente, hein, mais je dis résistants, mais c'est pas des résistants du coup, les insurgés français, on va les appeler comme ça, hein, et qui du coup sont impraticables pour des soldats comme ça, c'est de les envoyer au casse-pipe, ok ? Donc du coup, ce sont les forces belges qui sont mandatées pour protéger leurs frontières. Sauf que en Belgique, notamment, la Wallonie, hein, qui est le côté francophone de la Belgique, et qui parle français, eh bien, se retrouve avec des voisins qui parlent la même langue, qui ont une culture relativement similaire, et pour lesquels peut-être ils ont une certaine sympathie pour une raison X ou Y, d'accord ? Et du coup, en plus, les Wallons, voyant que de l'autre côté de la frontière, il y a des néerlandophones qu'ils n'apprécient pas trop, eh bien, ils se disent, bon, bah, tant qu'à avoir des personnes, autant avoir des Français que des Flamands. J'invente totalement une situation. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Et donc, du coup, bah, la Belgique se battrait un peu contre les insurgés français, mais pas trop non plus, parce que le problème, c'est que la moitié de sa population est francophone et proche de cette culture. Et donc, c'est très compliqué pour elle de juste dire bah vas-y, on va tous les flinguer et on s'en fout. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais je me dis que c'est finalement un exemple pas trop dégueulasse pour, pour finalement voir ça de notre côté un peu occidental. Donc, pour comprendre pourquoi, autant se lancer dans un cours d'histoire très très accéléré du pays. Donc n'oublions pas que tout ceci est un résumé. Le grand jeu. Parce qu'elle est au carrefour de l'Asie, de la Russie et du Proche-Orient, la région qui va de la mer Caspienne à l'Inde contemporaine a toujours été prisée. Elle a donc une histoire riche et on pourrait remonter aux événements précédents pour expliquer ceux qui suivent sans doute sur plusieurs millénaires. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, commençons lorsque l'Afghanistan acquiert ses frontières modernes entre 1886 et 1896, après 2 conflits contre l'Empire britannique en pleine colonisation des Indes. À cette époque, les enjeux sont les suivants. Une conquête par l'Empire russe pourrait permettre un accès stratégique aux océans du Sud. Les Anglais, comme on l'a dit, sont en pleine construction du Raj britannique, Raj signifie règne, et souhaitent aller le plus loin possible. Ils aimeraient également éviter une confrontation directe avec les forces russes. De son côté, la Perse, ancêtre de l'Iran, se verrait bien récupérer ces territoires qui furent jadis à elle. On a appelé ça le grand jeu des empires. Oui. Ce grand jeu se termine avec une série d'accords qui fixent les frontières de l'Afghanistan qui devient un état tampon entre les Russes, les Anglais et les Perses. Notamment au sud-est du pays, c'est la ligne Durand, du nom du diplomate britannique qui l'a négociée, qui deviendra la frontière entre l'Afghanistan et le Raj britannique et plus tard la frontière entre le Pakistan à l'indépendance de ce dernier en 1947. Comme les accords, là je ne vais pas faire de commentaires, on va juste, je pense, lire un petit peu
le background historique, comme les accords franco-britanniques de Sykes-Picot, qui ont participé à installer une instabilité durable au Proche-Orient jusqu'à encore aujourd'hui, la ligne du rang, arbitrairement décidée entre les colons britanniques et l'émir qu'ils laissaient s'installer, n'a pas simplifié la géopolitique du Moyen-Orient. La ligne du rang, en rouge, donc c'est celle-ci, il me semble, coupe le territoire des peuples Pashtuns et Baloutches, en bleu, en deux, passant parfois même au milieu de villages. Comme d'habitude, les Occidentaux et les pays, même de manière générale favorisés dans leur histoire, coupent un petit peu les civilisations tierces comme ils le souhaitent. Elle a perpétuellement nourri les tensions entre Afghanistan et Pakistan depuis, parce qu'elle est sans cesse remise en cause. C'est sans compter les revendications pour un nouvel État juste pour les Pashtuns, le Pashtounistan, qui amputerait Afghanistan et Pakistan, mais aussi pour un éventuel autre nouvel État, le Baloutchistan, qui est pour l'instant le nom d'une région du sud-ouest du Pakistan. Ouf. Putain, on se croirait en Belgique en fait, vraiment. On se croirait en Belgique avec la communauté germanophone, néerlandophone, francophone, Bruxelles avec les communautés mélangées. Putain, mais quel bordel, quoi. Est-ce que la région serait pacifiée avec une ligne différente? Difficile à dire, mais il est en tout cas probable que les choses seraient plus simples. Surtout peut-être que la région cimetière des empires aurait été plus simple à gouverner si l'Hindu Kush avait été l'intersection d'autres pays plutôt qu'un pays lui-même séparant des peuples, résultat d'une construction artificielle pour éviter la collision entre empires disparus depuis. Puisqu'on est dans l'histoire du pays, continuons, parce que ce n'est pas la dernière fois que les empires ont joué au grand jeu dans la région, et ça aide à comprendre la situation aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, justement, par rapport à l'histoire de l'Afghanistan, tout ce que je connais, c'est l'histoire récente, et je l'ai vraiment apprise, je vais dire, il y a très peu de temps, en fait. Parce que je l'entendais quand j'étais petit, mais moi, en 2001, du coup, j'avais 8 ans, non, 7 ans. Je me rappelle encore des images des tours qui s'effondrent, etc. Je me rappelle qu'on faisait des blagues sur Ben Laden quand on était petit, mais genre quand on avait 8 ans, quoi. Et en fait, c'était un conflit qui me dépassait complètement, logique. Et du coup, aujourd'hui, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, et donc c'est un peu maintenant sur le tard qu'on apprend finalement, pour ma génération, j'ai l'impression, tout ce qui se passe là-bas, quoi. Le cimetière des empires. Le pays a ensuite une histoire mouvementée, mais ni beaucoup plus ni beaucoup moins que n'importe quel autre pays à l'époque. D'un émirat, 1823 à 1926, à une monarchie, puis une république en vérité assez peu républicaine, avant une révolution communiste en 1978, la révolution de Sceaux. Ce nouveau régime est farouchement anticlérical dans un des pays les plus religieux au monde, ce qui déclenche les premières insurrections moudjahidines. Moudjahidine, je le dis bien, non? Si vous parlez arabe, dites-moi si je le dis bien, ou si au contraire, c'est un accent absolument ignoble, mais vous ne m'avez pas encore entendu parler québécois. Un an après la révolution de Sceaux, l'URSS envahit le pays pour une multitude de raisons. Officiellement, ils viennent en aide au régime communiste en place contre les Moudjahidines. En réalité, on peut citer bien d'autres raisons, la première étant que l'URSS est expansionniste, comme au temps de la Russie impériale, la conquête de l'Afghanistan représenterait toujours une avancée notable vers l'océan Indien. En outre, Moscou a été pris de court par la révolution de 1978, ils l'attendaient plus tard. Si le premier dirigeant communiste leur convient, il est rapidement renversé par un second qu'ils n'apprécient pas et qu'ils exécutent et remplacent juste après avoir envahi le pays. Et voilà, alors quand c'est pas l'Occident, c'est la Russie, et quand c'est pas la Russie, c'est la Chine. Chacun y va de son petit... voilà, de sa petite sauce, quoi. On y va. Moi aussi, j'ai mon avis sur la question. Paf. J'y vais et je mets le pays au pas. Cependant, il n'est pas question que d'expansionnisme et de rivalité de palais. Parmi les raisons expliquant l'invasion, l'une d'entre elles est que les États-Unis y ont appâté les Soviétiques, espérant que l'Afghanistan serait le Vietnam des Russes. Les États-Unis espéraient que le conflit s'enliserait et épuiserait l'URSS, tout comme la course aux armements nucléaires ou la course spatiale. C'est l'opération Cyclone. Le président américain Jimmy Carter signe la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime communiste afghan le 3 juillet 1979, soit 6 mois avant l'invasion de l'URSS le 24 décembre 1979. Sauvons les capitalistes.
Lors de l'opération Cyclone et la guerre d'Afghanistan, en vrai je le dis en rigolant, mais effectivement tous les communistes ne sont pas des rigolos, hein. Lors de l'opération Cyclone et la guerre d'Afghanistan, les États-Unis, aidés par Israël, l'Égypte et le Pakistan, abreuvent les Moudjahidines, les guerriers de la liberté, d'armes, d'abord clandestinement, puis ouvertement dans un des nombreux conflits proxy de la guerre froide entre les deux blocs. La guerre durera 10 ans pour les soviétiques jusqu'en 1989. Le film La guerre selon Charlie Wilson en raconte les coulisses, mais surtout le premier péché capital des Américains. Dans l'une des dernières scènes du film, spoiler alerte évidemment, spoiler alerte hein, du coup, j'hésite à le lire moi-même, mais bon, Reagan et le Congrès américain refusent quelques millions pour reconstruire des écoles en Afghanistan, après avoir dépensé des milliards pour inonder le pays d'armes afin d'épuiser l'URSS. Comme c'est étonnant, dites donc. Ce qu'on sait moins souvent, c'est que l'opération Cyclone n'a pas pris la forme que d'un soutien logistique et financier, mais a aussi consisté en une propagande internationale pour pousser des volontaires de pays arabes à rejoindre la résistance afghane, ainsi qu'en une propagande interne à l'Afghanistan avec par exemple des manuels scolaires d'endoctrinement religieux conçus par la CIA. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là, hein. Vous voyez, ces pays laïques, ces fameux pays neutres, bien sûr. Ce qu'on sait moins souvent aussi, c'est que le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite et la Chine ont eu des programmes similaires à l'opération Cyclone. Le Royaume-Uni probablement pour lutter contre la menace et ou l'influence communiste au Pakistan et en Inde, membre du Commonwealth. L'Arabie Saoudite parce que les communistes étaient forcément anticléricaux et parce que les Moudjahidines étaient majoritairement sunnites, leur victoire permettait donc de prendre en sandwich l'Iran et l'Irak chiite. La Chine communiste pour affaiblir l'URSS, son rival et voisin. Le grand jeu à nouveau. Oui, parce que la relation entre la Chine et la Russie est assez particulière. C'est pas comme, je vais dire, l'Europe et les États-Unis qui sont très soudés et très... Il y a vraiment une idée derrière où les États-Unis sont un peu le grand frère, je vais le dire comme ça, de l'Europe. Pour la Chine et la Russie, c'est plutôt un accord de principe et parce qu'en fait, il faut bien concurrencer justement l'Europe et l'Amérique. Et voilà, et c'est pas pour autant que ce sont les meilleurs amis du monde, quoi. Après la défaite et le départ des Russes en 1989, la guerre civile entre les Moudjahidines et le gouvernement communiste afghan continue, et ce dernier tombe en 1992. Cependant, il est important de comprendre que les Moudjahidines n'étaient pas un seul bloc homogène, mais un attelage de différents groupes ethniques et de factions politiques à l'intérêt temporairement commun, pas tous armés par les mêmes puissances, et pas tous devenus talibans d'ailleurs. Après la chute du gouvernement communiste, ces différents groupes se disputent le pouvoir jusqu'en 2001, dans une guerre civile sanglante qui voit toujours des déplacements massifs de réfugiés. Évolution dans le temps des réfugiés dans le monde par pays d'origine, de l'invasion soviétique de 1979 à très récemment, la principale population réfugiée est de très loin la population afghane, principalement hébergée dans les pays limitrophes. Seule la population syrienne la dépasse depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, sans que le nombre de réfugiés afghans n'ait diminué. Donc l'Afghanistan, c'est un pays qui est constamment en guerre, ce qui explique que constamment des gens partent du pays, quoi. Vous imaginez l'horreur si, j'invente, mais la guerre mondiale avait continué dans nos pays, probablement qu'on essaierait de voir si on peut pas voyager quelque part où c'est plus tranquille, hein. Comme l'a fait d'ailleurs beaucoup d'Européens, ils sont partis en Amérique ou dans des colonies. Profitons de l'occasion pour rappeler que les réfugiés et migrants, pour l'écrasante majorité, ne viennent pas dans les pays européens, mais vont dans les pays à côté des leurs, dans l'espoir d'un jour retrouver leur terre natale. Et c'est là que les statistiques deviennent hyper intéressantes par rapport aux réfugiés, qui vont sûrement faire tomber tout un tas d'images trompeuses que certains politiques essayent de mettre sur les réseaux sociaux. 73% des réfugiés du monde le sont dans un pays limitrophe du pays qu'ils fuient. La plupart des autres ne font pas beaucoup plus loin, puisque 86% de tous les réfugiés de la planète le sont dans des pays en développement. Donc vous imaginez, ça fait 73% sont dans des pays limitrophes. 73%. Ça veut dire que en Europe, on n'a même pas les... Parce que ça veut dire qu'il y a 27% qui ne sont pas dans des pays limitrophes, mais ça veut dire que ça peut être dans d'autres pays, mais voilà, ça peut être... C'est tous les pays compris, c'est pas que l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a moins de 27% en fait de l'immigration mondiale.
Donc c'est quand même, ça relativise pas mal le nombre d'immigrés qu'on reçoit dans nos pays. Alors attention, hein, je ne fais pas non plus, voilà, ce n'est pas, ne voyez pas là un message caché pour dire que forcément il faut accepter tous les immigrés. C'est juste pour avoir aussi conscience que malgré tout, on a la chance de pas, avec l'Europe qui n'a pas de conflit depuis très longtemps, on a la chance de ne pas avoir des immigrés vraiment massifs comme peuvent avoir les pays limitrophes de ces contrées. Parmi les différentes factions émergentes, probablement grâce à des financements de l'Arabie Saoudite et ou du Pakistan, les talibans, le mot est le pluriel de talib, qui signifie étudiant en arabe, au sens de personne qui étudie érudit, pas au sens de jeune à la fac. Ainsi, formellement, on devrait écrire les talibans sans S à la fin, parce qu'ils promettent de mettre fin au chaos de la guerre civile en matant les seigneurs. Donc finalement, les talibans avec S, c'est une francisation du terme taliban. Parce qu'ils promettent de mettre fin au chaos de la guerre civile en matant les seigneurs de guerre moudjahidines et de restaurer une forme d'ordre et de sécurité juridique par l'application de la charia, ils acquièrent des soutiens toujours plus nombreux qui en 1996 leur permettent de reprendre Kaboul. En 2001, les USA envahissent le pays pour éliminer Al-Qaïda, qui signifie à l'origine la base au sens de base d'entraînement des moudjahidines, une des organisations de la galaxie talibane, responsable de l'assassinat du commandant Massoud, l'un des chefs de guerre moudjahidine, principal dirigeant du Front uni contre les talibans, l'Alliance du Nord, et des attentats du 11 septembre évidemment, mais aussi de nombreux autres attentats jusque-là, surtout anti-américains. A cet égard, remarquons qu'on caractérise souvent mal Al-Qaïda. C'est certes un mouvement fondamentaliste religieux, mais c'est avant tout une réaction à l'impérialisme d'abord russe, puis américain occidental. Et c'est marrant qu'on parle d'impérialisme russe, parce qu'on n'en parle pas souvent, et pourtant, la Russie aussi a son petit impérialisme perso, quoi. Cela ne signifie bien entendu pas que ça justifie quoi que ce soit dans leur action, mais que lorsque certains ont prétendu qu'ils souhaitaient un califat islamique sur toute la planète, cela se trompait ou trompait leur audience. Al-Qaïda ne dirait sans doute pas non à un tel projet évidemment, mais ce n'était pas leur objectif premier, idem pour les talibans. Après 2001, les talibans sont vite battus, un peu pour les mêmes raisons qui expliquent qu'ils ont vite récupéré le terrain ces derniers mois d'ailleurs. À cause de sa géographie, le pays est bien plus facile à conquérir qu'à tenir face à des conquérants. Et on arrive au point où nous en étions tout à l'heure, lorsque George W. Bush, après cette victoire facile, plutôt que de reconstruire, a réorienté les ressources pour dynamiter l'Irak en 2003 et créer le vide politique qui permettra l'apparition de Daesh, mais c'est une autre histoire. Ah ouais, mais c'est... Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on est... Voilà, je pense qu'on peut quand même y voir derrière tout ça, quand même, une certaine merde créée par des personnes qui veulent tirer profit de ces pays ou de ces civilisations. En fait, toujours, il y a des interventionnismes comme ça, que ce soit américains ou d'autres pays, qui soi-disant le font pour la paix, etc., etc. Et puis en fait, le problème, c'est que s'ils le faisaient vraiment pour la paix, vraiment pour développer le pays, mais en fait, genre, après, il y aurait plus de problème, je pense. Parce que si tu as un État stable, par exemple, les talibans, typiquement, voilà, s'ils arrivent à conquérir les territoires, c'est parce que le gouvernement n'était pas stable non plus, les gens n'adhéraient pas 100% parce que le gouvernement était ultra corrompu. Donc voilà, regardez rien que dans nos pays, à quel point on est critique par rapport à nos gouvernements. Regardez à quel point les gens, rien que parce qu'ils sont obligés de porter un masque, il y en a qui veulent faire de la résistance. Alors qu'en plus, je veux dire, c'est pour leur bien. Eh bien, pourtant, enfin, je veux dire, ça n'empêche pas des gens de juste refuser le gouvernement, et parfois, pour certains, d'aller carrément dans les extrêmes. Je veux dire, on voit des gens qui, de base, je veux dire, sont juste des quidam, des personnes lambda qui se disent juste, putain, c'est un peu bizarre, ces histoires de masques et de vaccins, je fais pas 100% confiance, qui tournent à l'extrême, juste parce qu'en fait, ils adhèrent à un discours anti-gouvernemental parce que le gouvernement, ce sont des corrompus qui ne pensent qu'à leurs intérêts et du coup, en fait, ils s'extrémisent juste parce qu'ils sont en désaccord avec la façon dont le pays est géré. Et du coup, en Afghanistan, c'est un peu pareil. Ensuite, Obama renforce massivement la présence militaire américaine en 2009, mais après que Ben Laden a été tué en mai 2011, l'opinion américaine ne suit plus et les États-Unis amorcent leur retrait dès juin.
pivotant vers un soutien du gouvernement afghan et arrêtant les combats actifs. La force internationale suit. Il y aurait énormément à dire sur la période courant de 2001 à aujourd'hui, tant de choses qu'il vaut mieux renvoyer à des ressources externes, s'étendant plus en détail sur les éléments qui participent à expliquer l'échec à construire un État afghan stable. Et je vous invite évidemment à aller voir ces liens si cela vous intéresse. Je suis sûr que c'est passionnant, mais j'ai pas, vous avez déjà vu, ça fait une demi-heure qu'on en parle déjà, donc bref. Évolution dans le temps de la présence militaire américaine en Afghanistan. Comme quoi ça a bien baissé. Conclusion, lorsque j'ai eu à travailler sur le pays en 2013, la situation paraissait déjà inextricable. En gros, c'était soit investir 1000 fois plus que ce qu'un pays n'était prêt à faire, soit quitter le pays avec un risque non négligeable qu'il retombe dans le chaos. La reprise du pouvoir par les talibans était-elle inévitable ? Difficile à dire, il est de toute façon trop tard pour espérer une fin alternative. Néanmoins, il faut dire que si une fin alternative a un jour été envisageable, la fin qui s'est déroulée sous les yeux du monde ces derniers jours était intégralement prévue, même si elle est allée plus vite qu'imaginé par les États-Unis. En effet, en février 2020, Donald Trump a signé, et là c'est très important, sans le gouvernement afghan, un accord avec les talibans, l'accord de Doha. Cet accord organise la protection des Américains pendant leur départ et tacitement la reprise du pays par les talibans. L'accord fait libérer 5400 prisonniers talibans en échange de la libération de 1000 soldats afghans prisonniers et de 7 jours de cessez-le-feu. Ensuite, plus une seule attaque contre les forces de la coalition internationale, mais une explosion des attaques contre les forces afghanes. On l'a dit, l'armée afghane a perdu plus d'hommes cette dernière année que les Américains depuis 2001. C'est cet accord qui explique que les Occidentaux soient aujourd'hui relativement en sécurité à Kaboul, comme cette journaliste de CNN ou les ressortissants français, ou protégés par la France, alors que les talibans contrôlent le pays. Ils savent que s'ils tuent un Américain, ils risquent de retourner l'opinion américaine et voir la cavalerie revenir. So the Taliban Et là, told all effectivement, people c'est who work for la the government that reporter they can qui go back avait to their eu jobs today. d'ailleurs, qui We saw avait été un petit policemen peu, directing traffic on the qui m'avait, streets. We're in a busy market. comment dire, You know, comparé not all the avant stores are open, but certainly a que good Kaboul soit amount of prise par them. les And talibans, if you come après, with donc me, son image Will maintenant, Bonnet, my et, cameraman who I'm working with et en here, fait, is il y just en a going plein to qui take disaient, us. voilà, elle There's porte un voile one shop intégral, that's etc. doing pretty good business at the Et moment, which elle is avait un not petit peu relativisé, même entirely si elle avait dit surprising. que, mine de rien, This la shop prudence here, aussi, c'était which justement is selling que burqas. les talibans, Burqas malheureusement, ils are sont extrémistes et il all-consuming, faut quand même faire gaffe. all-covering. Mais les talibans sont pas dupes, ils savent très bien que si ils tapent sur l'Occident, l'Occident va revenir sur leur gueule. Et en fait, maintenant qu'on connaît en plus la situation de tout ça, on voit à quel point ils peuvent pas se le permettre. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, personne pourrait se le permettre. L'Afghanistan, pour qu'il puisse résister en fait à une invasion, il faudrait que ce soit un pays occidental avec enfin voilà, il faut que ce soit protégé, que les routes... Mais comme en plus c'est un conflit interne, c'est ça qui est tendu, c'est que c'est très difficile en fait de contrer des personnes qui sont déjà à l'intérieur de ton pays. On l'a vu avec le terrorisme, nous, en Occident, à quel point on ne peut pas arrêter quelqu'un qui décide tout à coup de faire le chaos dans son propre pays. C'est à partir du moment où il est dans le pays, tout ce que tu peux faire, c'est le trouver et l'arrêter. Mais une fois qu'il s'est mis en marche, c'est terminé. tu peux plus qu'espérer que ça fera pas le moins victime possible. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, encore une fois, il fait quand même parler de lui. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, et c'est ça pour moi, voilà. C'est ça pour moi qui, par exemple, caractérise que Donald Trump est d'extrême droite. C'est parce que Donald Trump, eh bien, il fait passer ses actions avantageuses pour une certaine partie de la population, en l'occurrence, on va dire, la droite, alors qu'en réalité, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas quelque chose qui est avantageux pour son électorat. En fait, il trompe complètement les gens, et il leur fait croire que ce qu'il a fait est génial, quoi. Vraiment. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je déteste Donald Trump. C'est que vraiment, je trouve que les gens qui pensent qu'il est intelligent, les gens qui pensent que vraiment c'est un gars qui œuvrait pour l'Amérique, par exemple, quand on voit des Américains qui disent que Trump est le seul à s'occuper d'eux, mais en fait, ce qui est hyper triste, c'est qu'ils se rendent pas compte à quel point Trump s'en fout royalement de leur tronche. Mais royalement. Trump, il fait juste ce qui lui semble bien, et encore, je suis même pas sûr. On peut vraiment se poser des questions concernant ses conflits d'intérêts, hein, et si finalement il ne fait pas que ce qui est bien pour lui. Et puis après, quoi qu'il fasse, même si c'est de la pure merde, eh ben, il dira que c'est génial.
que c'est incroyable. Bref, les talibans ont bien compris leur intérêt à mettre leurs principes de côté une petite semaine, le temps que les occidentaux et CNN s'en aillent, que la planète passe à l'actualité suivante, oublie et se remette à ne pas se soucier de la région. Lorsqu'on parle de loi du mort kilomètre, peut-être ferait-on mieux de le dire loi du mort occidental kilomètre. Cet accord de Doha est une tâche indélébile de plus sur le CV de l'Occident en Orient. après les lignes Durand et Radcliffe, la ligne de partition indo-pakistanaise, plusieurs centaines de milliers de morts et plus de 10 millions de déplacés, les accords de Sykes-Picot, l'opération Cyclone, le mensonge des armes nucléaires en Irak, la trahison par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, etc., etc. Et en fait, c'est ça, vous voyez par exemple là, typiquement, il va y avoir des déplacés afghans. Il y a des déplacés afghans, pourquoi? Parce que les talibans envahissent l'Afghanistan. Pourquoi les talibans envahissent l'Afghanistan? Parce qu'ils ne se préoccupent, voilà, on va dire, ils jouent à un jeu safe. Hein. Donc, ils vont surtout pas attaquer toutes les forces de la coalition occidentale, mais par contre, ils vont conquérir tout le territoire en faisant croire qu'ils ont changé, alors que pas du tout. Et en fait, comment ça se fait qu'ils n'attaquent pas la coalition internationale? C'est tout simplement parce que Donald Trump a dit « Ah ben, n'attaquez pas la coalition internationale et en échange, vous pourrez, dès que l'Amérique part, vous emparer du pays. » Sauf que le problème, c'est que en s'emparer du pays, si par exemple, allez, vous êtes contre une immigration de masse, par exemple, hein, et que vous pensez que dans nos pays occidentaux, nous avons une immigration de masse, Trump vient de vous planter un couteau dans le dos en signant ces accords de Doha. Et ça, il faut avoir conscience de ce genre de trucs, en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème à avoir des opinions sur des sujets ou d'autres, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience que parfois, ben justement, il y a des choses qu'on pense qui sont avantageuses pour nous, des décisions qui sont prises et qui semblent avantageuses, avant de se rendre compte qu'en fait, c'est pas le cas. Et pour prendre le meilleur exemple, parce que je pense qu'avant de dire aux autres de se remettre en question, c'est bien de montrer que bah on est déjà passé par là, quoi, et que je vous parle un peu d'expérience aussi, quoi. Après, je vous fais pas la morale, hein, si vous pensez, c'est juste une opinion, hein. Mais malgré tout, moi, c'est ce qui s'était passé avec le nucléaire, notamment. J'en avais parlé dans la vidéo sur le nucléaire, mais effectivement, je suis vraiment passé sur des stades où je me suis dit putain, le nucléaire, il faut absolument l'arrêter parce que ça pollue à un max, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancé et je me dis mais putain, merde, en fait, je vois la gauche anti-nucléaire qui est là en mode eh putain, il faut abattre les centrales, et je suis en mode mais ça, on va mettre quoi à la place? Est-ce qu'on est... Enfin voilà, il faut calculer ses bilans carbone, ses bilans d'électricité, etc. Et en fait, finalement, je pense que c'est important quand on est d'une idée politique, quelle qu'elle soit en fait, de pouvoir se dire, est-ce que cette action, finalement, est-ce que c'est par idéologie que je la soutiens, ou est-ce que vraiment, rationnellement, il y a des arguments qui vont dans le sens de cette action. Et là, en l'occurrence, les accords de Doha, c'est vraiment quelque chose qui est une tarte. Alors bon, à la gauche, mais en même temps, je veux dire, Donald Trump n'est pas de gauche, donc il s'en fout. Mais surtout, pour moi, c'est aussi une tarte qu'il fait à son électorat, juste parce qu'il avait besoin d'une bonne image, et donc il fallait que cette guerre s'arrête en Afghanistan, et donc il fallait que ces soldats partent. Et vous voyez, il manipule en fait l'opinion publique en fonction des informations de l'opinion publique, et pas finalement en fonction de ce qui est vraiment important pour l'opinion publique. Et c'est ça que je reproche vraiment particulièrement à Donald Trump. On pourrait y ajouter l'alliance schizophrénique qui, si elle n'a pas réellement été scellée, est en tout cas symbolisée par l'entrevue du Quincy, qui voit l'Arabie Saoudite, pourtant financeuse des fondamentalismes contre lesquels les États-Unis se battent, être protégée par les mêmes États-Unis parce qu'ils ont besoin de leur pétrole pour nourrir leur mode de vie. L'Occident n'arrête visiblement jamais de jouer son grand jeu. Pour revenir à l'Afghanistan, peut-être plus grave que ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et ça, on en avait déjà parlé. Il se trouve qu'après la variole, l'OMS est à deux doigts d'éradiquer la poliomyélite de la face de la Terre, une maladie qui, au cours de l'histoire humaine, a tué des centaines de millions de personnes. Si l'éradication n'est pas totale, l'épidémie pourrait repartir et les efforts de l'OMS être ruinés. Or, l'Afghanistan et le Pakistan sont les deux derniers pays où il reste des cas, et la tendance n'est pas idéale. 21 cas en 2018, 29 cas... en Afghanistan et 147 2019, 56 et 84 en 2020. Malheureusement, les talibans sont contre la vaccination. Et c'est là aussi où ça devient intéressant. Sauf que contrairement à ce qui a beaucoup été dit suite à un article du Courrier international, les talibans ne le sont pas, ou en tout cas pas que,
par obscurantisme, mais parce qu'ils ont une raison rationnelle. Qu'on leur a donné. En 2010, la CIA a organisé une fausse campagne de vaccination contre l'hépatite B pour tenter d'identifier Ben Laden. Depuis, à cause de cela, une centaine de vaccinateurs ont été tués dans la région. La guerre, ça fait des ravages. Ça fait des ravages, tellement de ravages, on ne se rend même pas compte. Impossible de se rendre compte. Mais ça a toujours... la guerre, il n'y a que des perdants dans la guerre. Et je dis pas ça juste parce que je suis un connard de pacifiste. Hein. C'est parce que vraiment, la guerre n'amène jamais de... Il n'y a jamais de gagnant. C'est jamais... Il n'y a rien de bien dans une guerre. Pour finir, quel va être l'avenir du pays, après qu'il a été intégralement conquis par les talibans? Impossible à dire. Que doivent faire les pays occidentaux? Laisser les droits humains être écrasés par les nouveaux maîtres du pays ou continuer à intervenir au risque de briser des nouveaux vases? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, le devoir moral des pays occidentaux et leur intérêt économique, les études le disent et les économistes s'accordent, mais ça ne devrait pas être ce qui guide leur action, est d'accueillir toutes celles et ceux qui fuient, et dignement, pas dans des tentes qu'on lacère. Comment peut-on penser que des gens qui fuient les talibans en seraient leurs bras armés? Et là on voit 8h ce matin, des tentes déchirées au couteau à Ville, dans un camp de 400 femmes, hommes et enfants exilés, pas un mot, pas une info donnée. Oh putain. Détruire les camps pour déplacer et intimider, c'est la politique de non-accueil menée aujourd'hui en France. C'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste. Mais bon, soit, passons. Le grand minimum serait d'accueillir inconditionnellement tous les auxiliaires qui ont aidé les forces françaises en Afghanistan. Il est question de personnes qui parlent français et qui ont sauvé des vies françaises. Et si cette obligation morale ne suffit pas à certains, soulignons alors que la France y a un intérêt égoïste. Ne pas le faire serait envoyer un signal désastreux aux auxiliaires des autres théâtres et des prochains théâtres où les forces françaises sont ou seront engagées. À savoir que la France ne les aidera pas en cas de difficulté, et donc il ferait mieux de ne pas se mettre en danger en nous aidant. Ne pas accueillir les auxiliaires afghans est une décision dangereuse pour nos soldats. Et là on voit un tweet mais qui date du 20 août, hein. Depuis la situation a changé évidemment. D'après les anciens auxiliaires de l'armée française en Afghanistan à qui j'ai parlé, aucun n'a encore été rapatrié ni même été contacté malgré l'annonce d'Emmanuel Macron lundi soir. Ils vivent cloîtrés chez eux alors que les représailles des talibans ont déjà commencé. Si vous connaissez des Afghanes ou des Afghans, vous pouvez retrouver sur la page gisti.org/Afghanistan de nombreuses informations utiles en français, anglais et dari pour les aider à trouver asile en France. Si vous avez apprécié ce billet, n'hésitez pas à vous abonner à ce blog, ainsi qu'à vous abonner sur Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, ou me soutenir en me payant un café. Et vous savez quoi, moi je vais m'abonner, hein. Je vais l'ajouter à mes contacts, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Je sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je le fais, ok? Je sais pas comment on fait. Je recommande évidemment son article. Recommandez s'il vous plaît, merci. Voilà, donc son compte Twitter sera évidemment dans la description. En dessous. Et aussi, justement, c'est pour ça que je pense qu'on va faire... ça va être un peu la conclusion, parce que sa conclusion, je trouve, est excellente. C'est qu'en fait, en dehors de même les raisons humanitaires et tout ce que vous voulez de gauche, de gauchias, comme il y en a qui le disent, eh bien, en fait, je pense qu'il y a, malgré tout, rationnellement et factuellement, si on le regarde, je vais dire, d'un œil beaucoup plus stratégique, voilà, stratégique, si on veut éviter d'avoir des merdes, en fait, la réputation d'un pays est extrêmement importante. Et pour moi, et ça c'est mon opinion personnelle, n'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire évidemment, mais pour moi en fait, la guerre froide, on a eu une grosse faiblesse en Occident, c'est qu'on a cru qu'on avait gagné la guerre froide. Et je pense que c'était la vérité au début des années 2000, parce qu'on s'en sortait pas trop mal. Les Américains avaient une aura extraordinaire de démocratie, d'aide, etc. Même s'il y en a qui n'étaient pas dupes, hein, évidemment, il y en a toujours qui sont mieux renseignés que d'autres, donc voilà. Mais moi, je me souviens aussi, quand j'étais petit, il y avait cette propagande de l'Amérique qui va dans des pays pour les libérer. Et en fait, aujourd'hui, clairement, l'Amérique a perdu... elle a perdu son aura, elle a perdu sa position de force. Et Donald Trump a énormément aidé à ça. Pourquoi? Parce que Trump a toujours cherché, en fait, à calmer... il a toujours cherché une certaine propagande qui le faisait passer pour le gentil, mais sans régler les problèmes de fond. Et ça, c'est énormément problématique. Parce que, comme il le dit, en fait, vous trahissez les Afghans. Ok, comme l'a fait Trump. Il a signé un truc dans leur dos. Mais est-ce que vous croyez que d'autres pays sur lesquels on peut peut-être avoir une influence pour avoir des avantages ou pas, hein, ou même pour des raisons humanitaires, vont encore nous faire confiance après? Est-ce que je vous rappelle qu'à cause de l'abandon, je vais mettre des gros guillemets, mais l'abandon de la Syrie par l'Occident et que du coup l'État islamique a pu émerger dans cette Syrie chaotique, eh bien on a eu des attentats en Occident, des morts,
des gens, on est victime de ça. Mais avant d'être victime aussi, on a une certaine responsabilité. Alors, il y en a qui diront, à juste titre, que ça veut pas dire que c'est nous qui l'avons fait. Il faut pas dire, ah ben c'est terroriste, voilà, on est aussi des terroristes. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, d'accord. Mais on a une part de responsabilité à partir du moment où, justement, en fait, on est des démocraties et on a aussi un espèce de code d'honneur. Tout le monde a des codes d'honneur. L'humain fonctionne à coup de code d'honneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre quoi qu'il arrive, hein, bien sûr. Esprit sceptique, vous voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, ce code d'honneur, il va nous aider à avoir une aura ou une autre. Et justement, le principe, si on veut, par exemple, voilà, si on veut éviter des afflux massifs de migrants parce que vous êtes de droite, ou si vous voulez éviter que des gens meurent dans des pays tiers pour absolument que dalle, juste parce que des mecs décident de prendre le pouvoir parce que ça les arrange, eh bien, en fait, on peut pas juste rester les bras croisés, isolationnistes, parce qu'en fait, ça va nous porter préjudice à nous. L'avantage dans le monde, hein, l'avantage, enfin, stratégiquement parlant, c'est quand tu peux décider et avoir une influence sur les décisions des autres. Ce n'est pas quand tu es tout seul dans ton coin à croiser les bras et à dire non, c'est bon, allez vous faire voir, moi je m'occupe de rien. Même la Suisse, même la Suisse est moins neutre que ça. Bref, je trouve qu'en tout cas c'était hyper intéressant. Moi personnellement, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre la situation sur place. Pourquoi est-ce que surtout l'armée afghane a perdu aussi vite et comment ça se fait et en fait, ouais, et que finalement, pourquoi est-ce que les gens jugent l'armée afghane encore plus. Enfin voilà, ça me confirme un petit peu que c'est vraiment dégueulasse, hein, ce qu'on peut dire sur l'armée afghane. Et bon, bah. Voilà, j'espère vraiment que l'Afghanistan, ça va aller mieux. Putain, c'est une situation tellement triste. J'espère vraiment qu'on va pas s'en détourner aussi vite que d'autres guerres qu'on a pu voir, comme certains le disaient, le Rwanda, et qu'on va pas les abandonner, ces gens qui sont là-bas et qui vont littéralement se faire massacrer juste par des personnes qui veulent avoir le contrôle et profiter de la situation. Bref. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.